Attaché? S'étonne le loup dans la fable de La Fontaine. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe, répond le chien. Et il aurait pu ajouter: ne suis-je pas le meilleur ami des humains? Depuis quelques années déjà, des travaux de plus en plus nombreux s'intéressent à l'influence que peut avoir un animal familier dans notre environnement. Ces travaux démontrent que cette présence est bénéfique, puisqu'elle facilite de façon significative l'établissement de communication avec d'autres personnes. Et cela est aussi vrai dans les institutions psychiatriques que pour de simples promeneurs. Mais dans quelle mesure, chez les enfants, l'animal de compagnie joue-t-il un rôle dans la mise en place et le développement des comportements de communication? Jusqu'à tout récemment, aucune étude ne permettait de répondre à cette question. Pour combler cette lacune, un groupe de chercheurs a mis sur pied, en 1982, un protocole de recherche qui permet, pour la première fois, de recueillir des données objectives sur le sujet. Hubert Montagnier, éthologue à l'Université de Franche-Comté, à Besançon, en France, dirige ce groupe. Alors on étudie les communications de l'enfant avec sa mère, avec son père, avec les autres personnes de la famille. On étudie les systèmes de communication de l'enfant avec ses pairs, PAIRS, c'est-à-dire ses compagnons de jeu habituels. Et il nous manquait des données sur les communications du jeune enfant avec ce petit compagnon de jeu particulier qu'est l'animal familier. Alors nous avons choisi le chien dans un premier temps parce que le comportement du chien est mieux connu d'un point de vue fondamental que celui du chat. Eh bien, nous souhaitons mieux comprendre quelles sont les attitudes, les mimiques, les gestes, les vocalisations, les odeurs qui règlent la relation entre le jeune enfant et son animal familier. Alors ça, c'est le plan fondamental de notre étude. Alors maintenant, il y a un côté d'application aussi. En effet, on voudrait mieux comprendre dans quelles circonstances, dans quelles situations un chien agresse un enfant. Vous savez que tous les ans, on déplore des accidents qui surviennent dans ce domaine-là. Alors pourquoi un chien, tout d'un coup, devient furieux et se met à attaquer un enfant, même quand l'enfant est l'enfant familier? Alors, nous formulons l'hypothèse que c'est lorsque le chien ne comprend plus ou comprend mal l'enfant, notamment dans les attitudes, dans les vocalisations et les paroles, et peut-être l'odeur de l'enfant. L'un des grands défis dans le domaine des sciences humaines est d'arriver à définir une grille d'analyse des comportements qui soit objective et vérifiable. Pour constituer une banque de données, les chercheurs filment donc, au moyen d'une caméra vidéo, les déplacements et les interactions du chien et de l'enfant dans l'environnement familial. Si l'enfant a un ou plusieurs frères ou sœurs, comme c'est le cas aujourd'hui, l'un d'entre eux est présent. Aucune consigne particulière n'est donnée et le chercheur n'intervient à aucun moment. La durée moyenne des enregistrements est de 20 minutes. Ces enregistrements sont ensuite analysés au laboratoire au moyen d'un ordinateur. Évidemment, au tout début de cette recherche, il a fallu répertorier puis codifier de façon rigoureuse l'ensemble des signaux ou types de comportements par lesquels l'enfant et son chien communiquent. Par exemple, caresses, pleurs, menaces verbales pour l'enfant, aboiements, morsures et le reste pour le chien. Au total,
25 comportements types ont été observés. Chacun est analysé en fonction de plusieurs variables, durée, fréquence et autres. L'utilisation de certains appareils, tels cet analyseur de vocalises, élimine le risque d'une mauvaise interprétation des messages. Médor, ici. Médor, ici. Grâce aux courbes qui apparaissent à l'écran, aucune confusion possible entre un signal de menace ou d'apaisement. Les premiers résultats montrent que les contacts corporels représentent plus de 50% de la durée des communications. Le plus souvent, ils surviennent lorsque l'enfant est à côté du chien, plutôt que face à face. Le chien est moins exigeant que l'adulte. Le chien, finalement, qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est un compagnon de jeu, lui aussi. Un compagnon avec lequel il puisse se rouler par terre, qu'il puisse mordiller, auquel il puisse apporter un objet, qu'il puisse le valoriser, lui aussi, au fond, en tant que chien. Et donc, il y a aussi un côté positif dans la relation, si on se place du point de vue du chien. C'est une forme de communication extrêmement importante. Et pas seulement du point de vue du chien, du point de vue de l'enfant aussi. Et à ce point de vue-là, il faut dire à quel point on a négligé cette forme de communication entre les humains. Tout ça est très important, hein. Tout ce qui passe par le toucher contribue pour une part non négligeable au bon développement de l'être humain. Pour les contacts corporels à l'initiative de l'enfant, l'analyse des documents montre que ce sont respectivement l'encolure, les pattes avant, les flancs et le ventre de l'animal qui sont le plus souvent touchés. Fait important, les chiennes sont plus souvent caressées que les chiens mâles. On observe aussi que les communications ont plus de chances de se dérouler dans un climat d'apaisement si l'animal est de grande taille. Les âges relatifs jouent également un rôle. Bien que préliminaires, ces résultats permettent de dégager, chez le chien de compagnie, les caractéristiques les plus susceptibles de sécuriser l'enfant. Il s'agit d'une femelle, ni trop jeune, ni de trop petite taille, et qui vit déjà dans la famille à la naissance de l'enfant. Mais concrètement, comment ce compagnon idéal peut-il aider l'enfant à acquérir des comportements de communication mieux structurés? C'est clair que lorsque le chien fait une fête, l'enfant qui rentre de l'école, alors que l'enfant a pu vivre des situations désagréables, ne serait-ce qu'à travers des mauvaises notes, eh bien, ceci peut contribuer à ce que l'enfant reprenne confiance en lui-même. Et je crois que nous devons tout faire pour que nos enfants prennent confiance en eux-mêmes. Et le chien, du fait de la qualité de son accueil, peut largement y contribuer. Le deuxième point est que la relation entre l'enfant et le chien est le plus souvent très claire, parce qu'il n'y a pas l'ambiguïté du discours. Et quand le chien manifeste tel ou tel comportement, c'est le plus souvent facilement, rapidement décodé par l'enfant. Par suite, la relation a une forte probabilité d'être claire entre les deux personnes. Et je crois que les enfants ont besoin de relations claires avec leur environnement. Et l'une des difficultés de notre époque, c'est que trop souvent, les enfants vivent des situations qui ne sont pas claires. Elles sont tellement complexes qu'elles en sont ambiguës, ce qui n'aide pas l'enfant à se sécuriser, à prendre confiance en lui-même.